On arrive à la mi-saison et je me suis dit que c'était le moment opportun pour faire une sorte de bilan par rapport à ce qui s'est passé lors du mercato estival, voir s'il y a des recrues qui ont vraiment apporté. Et là, on va plutôt passer du côté obscur, on va plutôt parler des transferts qui malheureusement n'ont pas forcément donné satisfaction. Alors pour le moment, et je précise bien pour le moment, parce que il y a des joueurs qui l'exemple par exemple qui va vous parler, c'est Aubameyang. J'aurais tourné la vidéo il y a un mois, je pense il aurait été dedans, il y aurait même pas eu de discussion. Là avec le mois qu'il a fait, il a réussi à s'intégrer et prendre la confiance, donc il n'est pas dans cette vidéo à juste titre. Donc vous comprenez qu'on va pas forcément tirer sur l'ambulance, c'est plutôt pour faire une sorte de bilan, voir ce qui coince. Il y a aussi des attentes par rapport au prix qui n'ont pas forcément été respectées, et c'est pourquoi je trouve que cette vidéo est assez sympa. On va parler de 15 flops dans cette vidéo, il y aura une vidéo qui sortira mardi ou mercredi, où on parlera plutôt des tops. Bref, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de 15 transferts, donc c'est une liste non exhaustive, on peut en rajouter d'autres. Pour être honnête avec vous, à la base il y en avait 20 et j'ai décidé d'en supprimer 5 pour pas faire une vidéo trop longue. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. On a dépassé les 14 000 abonnés, donc merci beaucoup. La dernière vidéo a vraiment très bien marché. Merci beaucoup parce qu'elle m'a pris vraiment beaucoup de temps. Donc ça donne beaucoup de force, beaucoup de soutien et voilà, on a l'impression que le travail est récompensé. Donc franchement, merci à vous. Je vais pas vous demander d'aller chercher les 15 000 abonnés avant Nouvel An, ça risque d'être compliqué. Mais si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, hein, ça fera un beau cadeau de Noël et on commencerait l'année vraiment sur les chapeaux de roue. Bref, on arrête de tergiverser, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par un transfert que je n'ai pas compris quand il a eu lieu, et je ne comprends toujours pas pourquoi il a eu lieu. C'est Mason Mount à Manchester United. Alors lui, pour l'instant, le constat, il est vraiment famélique, hein. 8 matchs, seulement 400 minutes, donc ça fait un peu plus de 4 matchs et demi en moyenne. 0 but, 0 passe décisive. Alors il y a eu des blessures, hein. Là, il a pas joué depuis le 11 novembre, donc voilà, malheureusement, il est bien embêté par les blessures, mais justement, c'était un joueur qui était quand même déjà pas mal embêté par les blessures, notamment l'an dernier à Chelsea, où ça a été très compliqué. Donc je comprends pas pourquoi le Manchester a mis autant d'argent sur le 70 millions d'euros, hein, il me semble, de mémoire, ou 65-70. J'essaie de me baser sur Transfermarkt, mais des fois il n'y a pas les bonus ou ce genre de choses, donc c'est assez difficile d'avoir le vrai prix du transfert, mais il me semble que c'était dans ces eaux-là. Après on sait que les joueurs anglais, entre clubs anglais, forcément il y a une sorte de marché entre eux, donc le prix est beaucoup plus haut, mais quand même Mason Mount, de base moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai découvert quand il est revenu de prêt, en même temps que Tammy Abraham. Il revenait de près de Derby County, je crois, de mémoire, je vous mettrai si c'est pas ça. Mais c'était un joueur qui avait vraiment beaucoup de potentiel, un bon numéro 10 avec une belle qualité de passe, une capacité à marquer quand même des buts. Sa saison sous Tourelle, hein, la 2020-2021, elle est plutôt bonne, mais c'est vrai que depuis ça stagne un peu, et surtout, comme je le répète, malheureusement c'est assez frêle je trouve, et ça se blesse quand même pas mal. Alors moi j'avais peut-être le bénéfice du doute dans le sens où c'est vrai qu'en ce moment évoluer à Chelsea, c'est pas forcément le contexte le plus favorable pour s'épanouir et pouvoir faire les meilleures prestations. Cependant moi je trouve que c'est pas forcément ce dont déjà Manchester United avait besoin, parce que dans ce profil là, même si ça reste un registre un peu différent, mais on va dire que c'est un peu dans cette zone. On avait un Bruno Fernandes qui était quand même très bon, donc on imaginait qu'il voulait faire plutôt un Casemiro en 6 avec devant Mount et Fernandes, un peu comme on peut le voir dans d'autres équipes, hein, d'un point de vue tactique. En fait ça fonctionne pas du tout. Peu de temps de jeu qu'il a, mais sans Mount, je trouve que ça va pas du tout. On va quand même lui laisser du temps, hein. On va pas, comme j'ai dit, on va pas non plus tirer sur l'ambulance et on va pas enterrer les joueurs, parce que comme Aubameyang par exemple, il y a un mois je vous disais que ça aurait été clairement un flop. Je peux prendre un autre exemple, par exemple en Angleterre, c'est Kai Havertz qui s'est complètement révélé et qui est vraiment bien meilleur, donc il sera pas dans cette vidéo. Peut-être que Mount peut le faire, mais j'avoue avoir beaucoup de doutes, surtout dans une équipe de Manchester United qui est assez en difficulté. Je sais que beaucoup tapent sur l'entraîneur à Manchester United. Moi, je sais que ses choix peuvent être parfois douteux, mais je trouve que c'est surtout les gens qui ont un regard assez extérieur sur le club qui trouvent que les choix d'Erik ten Hag sont assez douteux. Par exemple, pourquoi Varane ne joue pas beaucoup? Franchement, Varane, c'était pas ça, on va pas se mentir, alors que c'est un de mes joueurs préférés, Varane, hein, pour tout ce qu'il a fait en équipe de France au Real Madrid. Mais il y a un moment, c'était très compliqué, donc on comprend pourquoi il est passé à Maguire Evans. C'était clairement, malheureusement, la seule solution qu'il avait. D'écarter Casemiro également, donc voilà, il y a pas mal de soucis, avec en plus des problèmes entre Sancho et également avec Anthony. Donc c'est un club qui est assez difficile à manager, et c'est un contexte qui est vraiment plus que compliqué. C'est pourquoi je pense qu'il faut qu'il y ait une vente assez rapidement du côté de Manchester United. Et Mason Mount, malheureusement, dans ce contexte, c'est déjà, il a des blessures, donc il joue pas assez, et quand il joue c'est vraiment faible, donc on espère que quand même il va tout de même se relever.
On va passer maintenant au deuxième joueur et on va parler de mon Noël et on va parler de Mama Baldé. Mama Baldé, bon voilà, moi j'en attendais pas forcément monts et merveilles, mais c'était un joueur que je trouvais plutôt bon l'année dernière en Ligue 1 du côté de l'Estac, notamment sous Bruno Irles, où il était vraiment très très bon. Après c'est vrai que quand Kiss Norbo est arrivé, ça a été plus compliqué, mais j'ai envie de dire comme toute l'équipe de l'Estac, hein. Je sais toujours pas pourquoi d'ailleurs il est resté ce gars-là. Bref, c'est un autre sujet. Mais Mama Baldé, c'est vrai que quand il arrive en tant que doublure de Lacazette, hein, c'était une certitude qu'il arrivait pour ça. Et je m'étais dit pourquoi pas, parce que moi j'en avais fait une vidéo sur les joueurs de Ligue 2 qui doivent retourner en Ligue 1, j'avais mis Mama Baldé. Par contre, je l'aurais pas imaginé dans un club comme Lyon qui est censé jouer le haut de tableau. En tout cas, même si c'est un club qui est en ce moment dans le bas de tableau, ça reste quand même un club avec un gros contexte et une pression supérieure à un club comme Lorient, on va dire par exemple. Donc voilà, je l'aurais vu un peu dans un club de ce standing-là et je suis persuadé qu'il l'aurait marqué, en tout cas plus que Bamba Dieng si on parle de Lorient. Et Lyon en fait, malheureusement, il est en totale perte de confiance, le contexte est plus que compliqué. Bon là, à l'heure où je tourne, visiblement Pierre Sage devrait rester, ce qui est une très belle chose. Mais est-ce que Pierre Sage va compter sur lui? Franchement, je crois pas parce qu'il est en dehors des groupes dernièrement. C'est plutôt Kadewere qui rentre devant et qui lui, pour l'instant, donne plutôt satisfaction quand il rentre. C'est quelque chose que j'aurais pas soupçonné, mais comme quoi, hein, rien n'est gravé dans le marbre dans le foot. Mais voilà, c'est un joueur qui de base a quand même... Alors je vais pas dire que c'est un joueur qui aurait pu s'imposer à l'OL. Ça, pour le coup, je pense que... alors je suis personne pour juger ce que font les recruteurs et les directeurs sportifs, mais on aurait pu imaginer qu'effectivement, dans une rotation de Mama Baldé, aurait pu avoir un apport, mais là c'est pas du tout le cas. En fait j'en parle dans cette vidéo parce que même s'il a pas coûté cher certes, vu que j'en avais parlé quand même pas mal dans mes vidéos précédentes sur les mercatos et sur les joueurs qui devaient quitter la Ligue 2, forcément on a un peu une déception concernant Mama Baldé et c'est pourquoi voilà, c'est le deuxième joueur de ma vidéo, c'est qu'on aurait pu quand même attendre beaucoup mieux de Mama Baldé dans une rotation. Le troisième joueur, c'est pareil, on va vraiment pas l'enterrer lui parce que je pense qu'il va pouvoir faire une bonne deuxième partie de saison. Mais on va rester en Ligue 1 et on va parler de Haraldsson au LOSC, qui pour l'instant, vu le prix payé, hein, quand même, c'est pas une satisfaction. On peut pas dire que c'est une satisfaction. Il était censé remplacer normalement Jonathan Bamba, même si c'est pour moi pas vraiment le même profil. Je le vois plus un peu comme un 10 Haraldsson, même si visiblement il joue quand même beaucoup plus sur le côté, du côté de Copenhague. Donc on aurait presque pu imaginer une doublure, on va dire, ou une rotation avec Cabella. Finalement, on a un André Gomes qui s'est bien installé au numéro 10, qui a mis Cabella sur le banc et sur le côté. On a un Cavaliero, je sais qu'il fait un peu grincer les dents, mais qui pour moi, on va dire, il répond au cahier des charges de l'ailier, ni plus ni moins. Oui voilà, il est pas transcendant, mais je trouve que c'est pas non plus ridicule. Gudmundsson, bon voilà, là il a fait un bon match contre le PSG, mais c'est pareil, c'est pas un joueur qui va faire des fulgurances. Et justement, Haraldsson, je pense qu'il est capable de les faire, il a le talent pour. Au match amicaux, moi je le trouvais absolument extraordinaire, je me suis dit ça y est, on va avoir un joueur qui va être le petit joueur frisson. Le LOSC va faire très très mal. Bon, heureusement ils ont que Zegrova, parce que s'ils avaient Zegrova et Haraldsson en forme, je pense que l'équipe ferait très très mal. Mais je veux pas l'enterrer parce que en fait, je trouve qu'il s'intègre de mieux en mieux déjà quand il fait ses entrées en jeu, notamment en Conference League, où quand il joue, il est quand même moins mauvais qu'au tout début où c'était quand même vraiment compliqué. Il était vraiment perdu sur le terrain. Après, voilà, il y a une acclimatation entre Copenhague, le championnat danois donc, et également le championnat français. C'est sûr que on n'est pas sur les mêmes tactiques, on n'est pas sur les mêmes dispositions et on n'est pas sur le même engagement, surtout physique. Donc c'est normal qu'Haraldsson, voilà, ait un petit temps d'adaptation. Mais pour l'instant, on est obligé de le cataloguer comme un joueur qui n'est pas forcément une réussite. Mais je crois en lui. Je vais pas baisser les bras, je vais pas... En fait, je trouve que quand il touche le ballon, on sent qu'il a du ballon. On sent que le mec, techniquement, il est quand même au-dessus de la moyenne, qu'il a des qualités. Sur certaines fulgurances aussi, on sent que c'est un joueur qui peut apporter vraiment beaucoup de danger offensif. Donc je pense que ça va arriver. Je le mets quand même dans cette vidéo parce que voilà, le but c'est quand même de juger les mercatos hivernaux et si on est vraiment terre à terre, c'est pas l'analyse. Oui, pour l'instant, Haraldsson n'est pas une réussite au LOSC, mais ça va venir. Pour moi, je vais pas dire que j'en suis convaincu, mais je pense qu'il apportera un jour ou l'autre. Lui, c'est pareil, le quatrième joueur. On va rester encore en France. On va parler de l'OM. On va parler de Iliman Ndiaye. Et alors, la vidéo sort. C'est vrai qu'il a sûrement fait sa meilleure prestation sous le maillot phocéen. C'était contre Clermont, pardon, où où ils ont gagné. Il a plutôt fait un bon match. Mais pour l'instant, on peut pas dire que c'est forcément une réussite. Mais c'est pareil. En fait, lui, il passe de la Championship à la Ligue 1. Donc forcément, déjà, il y a un fossé qui est quand même assez énorme. Et il y a un autre, par exemple, il y a un autre joueur de l'OM dans la vidéo. Je vais un peu vous spoiler. Lui, j'ai moins d'attentes et pour le coup, j'ai vraiment beaucoup de doutes sur lui. On en parlera après. Mais lui, Iliman Ndiaye, on sent qu'il a quand même du talent également. Il a clairement un manque de confiance où il a des matchs où il est passé complètement à côté. Mais je pense qu'il faut prendre de la hauteur et il faut remettre les choses en place. C'est un joueur quand même qui a fait une bonne Coupe du Monde avec le Sénégal et qui est un jeune prospect qu'on connaissait quand même plus tôt. Mais c'est un joueur qui, est fan de Marseille, a joué à Marseille. Il a été accueilli presque comme une superstar. Alors c'était vraiment une belle communication pour le coup de la part de l'OM. Et les supporters
également qu'on attendait beaucoup concernant Iliman Ndiaye, on peut pas leur en vouloir, c'est clairement normal. Mais c'était peut-être un peu trop pour lui, et je pense que c'est pour ça, pour l'instant, il est un peu figé, et on sent qu'il manque un peu de confiance, et qu'il prend pas assez d'initiative quand il a le ballon, il est parfois brouillon. C'est ce qui, malheureusement, le place dans cette vidéo, mais encore une fois, je pense que lui, il peut vraiment remonter. Comme je dis, on va en parler d'un autre où j'ai beaucoup plus de doutes, mais Iliman Ndiaye, en tout cas, ça reste un bon joueur de foot. On va voir comment ça va se passer après la CAN, mais Iliman Ndiaye, c'est un joueur qui a beaucoup, pour moi, qui a beaucoup de talent. Et je le vois pas complètement flopper, même si malheureusement à Marseille, et les attentes sont tellement spéciales qu'effectivement, c'est toujours difficile de s'acclimater, de réussir dès la première saison. On va passer maintenant à Monaco. Oui, on va rester encore un peu en Ligue 1 et on va parler de Balogun. Balogun qui est une super idée sur le papier. Franchement, ça c'est difficile de critiquer l'idée. À Reims, il a été absolument excellent et quand on le voit réussir à Reims, on se dit qu'à Monaco, ça va couler de source, tout va bien se passer. Il est qu'à 4 buts et 3 passes décisives en 13 matchs. Alors, c'est pas non plus un bilan qui est non plus famélique, mais c'est un bilan qui, quand même, pour un joueur qui a coûté 30 plus 10 millions, on s'attend tout de même à mieux concernant Folarin Balogun. Après Balogun, je pense que c'est tactiquement où ça coince un peu. À Reims, il avait plutôt des joueurs qui avaient plutôt tendance à être excentrés et le servir en lui laissant une belle zone pour pouvoir se déplacer. Là, il est soit avec Ben Yedder à côté et un 10 derrière lui, donc soit Kliouche, soit Minamino, soit Golovin, ou soit alors il se retrouve tout seul en pointe, comme on l'a vu avec l'OL, avec derrière lui, donc Minamino à Kliouche, ou en général Golovin, parce que contre l'OL, il était suspendu. Et je pense qu'en fait, avoir des joueurs aussi proches de lui, ça lui enlève un peu de liberté, et donc il a besoin d'un temps d'acclimatation par rapport à une adaptation tactique. Et c'est pourquoi ça coince. Pour l'instant, clairement, on pouvait vraiment s'attendre à mieux. C'est pourquoi il est dans cette vidéo. Mais lui, c'est pareil, je pense que quand même c'était un joueur qui était absolument excellent. Bon, Arsenal l'a pas gardé, même en numéro 2 ou en numéro 3, donc c'est peut-être qu'il a quelques lacunes, mais quand on l'a vu jouer à Reims où il était absolument énorme, pour moi, il peut que réussir. C'est sûr qu'après les 2 pénaltys ratés lors du même match, lors du derby contre Nice, c'est sûr que ça aide pas pour essayer de croire en lui. Son match contre l'Olympique Lyonnais, clairement, il est pas au niveau. Le dernier match, donc avant la vidéo, parce que je tourne, on est mercredi, elle sort vendredi, mais j'ai tourné avant la journée. Mais oui, c'est un joueur pour moi qui peut encore réussir, même si va falloir vraiment qu'il commence à avoir une intelligence tactique. Et il y a Mbolo à un moment qui va revenir dans l'équation, et Mbolo c'est un joueur que Adi Hutter a eu et sous qui Mbolo a plutôt brillé, et je trouve que tactiquement ça correspond peut-être plus à attente. Alors c'est pas tout de suite, je crois que c'est pour mars de mémoire, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Mais je crois qu'Mbolo revient pour mars. Et à voir également comment il revient des croisés, on sait que c'est jamais simple. C'est un joueur qui doit monter un peu par rapport au prix du transfert et par rapport à ce qu'on attend de lui. Donc va falloir qu'il, pour moi, soit un peu plus prolifique. On va passer maintenant à Rennes. À Rennes, j'aurais pu un peu tous les citer tellement Rennes en ce moment ça va pas malheureusement. Soutien à vous les Rennais, comme je vous l'ai déjà dit, moi si vous avez vu les vidéos d'avant, je croyais énormément en Rennes et malheureusement pour l'instant c'est clairement pas ça. Je vais m'appuyer sur un joueur, ça aurait très bien pu être Enzo Lefebvre. Mais je vais plutôt parler de Ludo Blas parce que je suis un peu sceptique sur sa réussite, lui pour le coup le concernant. Je trouvais que c'était une très belle idée, comme j'avais déjà dit, tout comme le fait. Mais en fait, je trouve que tactiquement, Ludo Blas, j'ai du mal à le voir sous Stéphane. J'ai du mal à comprendre pourquoi on veut toujours le faire jouer sur un côté. Pour moi, il est meilleur dans l'axe. C'est un joueur où il faut beaucoup de liberté. Et c'est un joueur qui est quand même assez, dirons-nous, irrégulier. Donc, je trouve que là, pour l'instant, à Rennes, ça va pas. Et j'ai peur que ça ne marche pas pour lui. Alors que le fait, pour le coup, je pense que il va apporter. Et notamment les premiers matchs sous Stéphane, c'était quand même beaucoup mieux. Donc, c'est pourquoi je parle de Ludo Blas. Voilà, le prix du transfert n'a pas forcément été très très élevé, mais bon, c'était un joueur qui restait quand même contrat. Encore une fois, on va pas dire bon voilà c'est un flop, ça restera un flop, on va pas non plus être trop dur, mais j'avoue avoir du mal à croire en lui sur la durée et devenir vraiment un titulaire indiscutable du côté de Rennes. Déjà le changement de club, passer de Nantes à Rennes avec la rivalité qui existe, c'est forcément difficile pour être accepté par les supporters d'une part, et d'autres même pour lui, on est quand même sur un standing qui est quand même relativement plus élevé. Et ouais, je sais pas, je le sens pas trop Ludo Blas. Par exemple, à un moment on en parlait à Lille, je le voyais peut-être plus adapté à la tactique de Fonseca. Bon voilà, après maintenant c'est Rennes et puis c'est comme ça. Mais dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de Ludovic Blas, dites-moi si vous croyez en lui. Moi j'avoue avoir des doutes. On va parler maintenant de Caicedo, qui a coûté vraiment très très cher, donc on est obligé d'en parler. Et pour l'instant c'est pas franchement une réussite. Même si dans ce Chelsea c'est pareil, c'est très très difficile de briller parce que les entraîneurs et les joueurs changent tellement que c'est difficile d'avoir une continuité sur les résultats. Mais par exemple à Enzo Fernandez qui a coûté énormément, on a quand même vu dès son début de parcours avec Chelsea plutôt des bonnes choses.
Lui, Caicedo, tout comme Lavia d'ailleurs, c'est assez compliqué. Alors que c'est un joueur que j'adorais du côté de Brighton, que je trouvais vraiment très très fort, qui était exceptionnel. Après, on va pas l'enterrer, Moïse Caicedo, il est encore jeune, il a 22 ans, il peut à tout moment s'adapter. Mais pour l'instant, je trouve que c'est assez faible, ses prestations. C'est vraiment pas ce que j'imaginais. Par exemple, il avait le choix entre Chelsea et Liverpool. Alors, je vais mettre des supporters de Chelsea à dos, mais c'est pas très grave, c'est pas contre vous. Si vous comprenez pas, malheureusement, ma pensée, c'est, bah, tant pis. Mais je trouve que Liverpool aurait été un meilleur choix pour Caicedo, par exemple. Surtout en ayant McAllister et Szoboszlai devant. Ça aurait fait trop mal. En fait, ça aurait fait trop mal. C'était pour moi, alors c'est pas du tout le même style que Fabinho, mais il est dans la même zone de jeu que Fabinho. Et pour moi, c'était le remplaçant idéal. Mais malheureusement, bon voilà, il a fait le choix de Chelsea et on souhaite aux supporters des Blues que Caicedo réussisse, mais ça va être très difficile. J'espère vraiment qu'il y a un moment où on va réagir du côté de Chelsea. Après, ouais, on va mettre aussi quelque chose un peu pour sa défense, c'est que derrière lui, Caicedo, la défense, ça le fait quand même peur. Bon, Badiashile a fait quelques bons matchs là dernièrement, mais sinon Disasi c'est très compliqué. Thiago Silva il essaye, mais bon il quand même être relativement âgé. Colwill pour l'instant c'est quand même pas extraordinaire par rapport à ce qu'on a vu également du côté de Brighton. Donc ouais c'est assez difficile pour Chelsea. Et bah, malheureusement Caicedo il arrive pas à brouiller, sachant que c'est pas un joueur qui arrive à sortir du lot, peut-être par rapport à Enzo Fernandez qui a un peu plus cette palette technique, qui a cette capacité à briller dans un marasme. Lui c'est pas forcément là où on l'attend le plus. Donc je suis obligé de le mettre là-dedans par rapport au prix du transfert, hein. Quand t'as coûté plus de 110 millions, forcément, voilà, on a des attentes qui sont très élevées. Et pour l'instant, il y répond pas et j'ai un peu peur pour la suite pour lui, même s'il a que 22 ans encore une fois et que peut-être à un moment il va réussir à trouver sa place. Parce que encore une fois, même s'il a joué à Brighton, c'est quand même une pression pareil qui est un peu différente et un projet Chelsea qui est quand même pour l'instant ressemble un peu à n'importe quoi, mais qui est quand même censé être énorme. Donc forcément, il y a une forme de pression et je pense que c'est assez difficile. On va parler maintenant d'un autre joueur qui joue en première ligue, enfin qui jouait. On est obligé d'en parler, c'est Sandro Tonali. On va être très bref, hein. Au début ça se passait pas trop mal. Mais voilà, suspendu pour Paris Sportif. Donc 70 millions qui malheureusement pour un joueur qui malheureusement ne jouera pas toute la saison. Voilà, c'est dommage parce qu'il s'acclimatait plutôt bien, je trouve. Les premiers matchs ont été un peu difficiles, mais ouais, là c'est malheureusement on est obligé de le mettre dans cette vidéo. Après quand il reviendra, il sera peut-être meilleur, mais là aujourd'hui, là si on fait un constat, 70 millions sur Tonali, ouais, malheureusement c'est un échec. Il y a pas d'autre mot. On va parler d'un autre joueur qui était un transfert peut-être un peu moins marquant, dirons-nous. Moi, c'est un joueur que j'adorais, un joueur que j'ai vu au stade pas mal de fois et qui m'a toujours fait lever de mon siège. C'est Renato Sanchez à la Roma. Alors Mourinho, ça n'a pas l'air d'être le plus grand fan de Renato Sanchez et de ce qu'on peut comprendre, c'était pas forcément son choix. Mais forcément, il a du mal à s'acclimater. Mais bon, malheureusement, il est quand même encore une fois gêné par les blessures et quand il joue, c'est pas forcément ça. Et Renato Sanchez, moi j'ai toujours voulu le défendre, hein, parce que au LOSC, c'est vrai que des fois, il avait quand même un sale caractère, mais quand il était au niveau, il avait quand même un niveau. Moi, je vous le dis au stade, hein, il y a lui et il y a Ndombele. Alors les deux, malheureusement, ils ont des destins pas fous. Mais alors, techniquement, c'était tellement fort. C'est fou. Mais ouais, là, ça brille pas et j'ai l'impression que malheureusement, ça brillera plus et c'est dommage. Parce que même en sélection portugaise, hein, quand il était un peu sur le banc dans des sélections, ou peut-être un peu dans des clubs, pardon, ou un peu en retrait, il arrivait quand même à briller en sélection et il apportait beaucoup par rapport à sa technique. Et là, c'est pas le cas. Donc, dommage pour les Portugais, dommage pour Renato. Il est encore relativement jeune, hein, pour le Golden Boy 2016. Mais les années commencent un petit peu à passer, dirons-nous. Et moi, je commence à plus trop croire en Renato, malheureusement. On va partir maintenant du côté de l'OL à nouveau. On va retourner à l'OL. Alors, j'aurais pu en mettre plein à l'OL, hein, mais il y en a un qui me marque. Et en fait, c'est surtout... c'est pas forcément le joueur que je vais cibler, mais surtout l'absurdité du deal, c'est Akwaku. Ou Akwaku, je sais jamais dire son nom. On va l'appeler Kwakubé. Mais Kwakubé, c'est lunaire ce transfert. On avait besoin d'un 6 à l'OL. Ça, pour le coup, c'était une réalité. On était sur Guido Rodriguez, le joueur du Real Betis, pardon, qui est un Argentin, hein, qu'on a vu notamment avec la sélection. Super 6, pour le coup, c'était une bonne idée. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait, parce que je crois que sa femme, elle a accouché ou ce genre de choses, donc il a pas voulu quitter Séville. Et forcément, on n'avait pas de plan B. Donc ouais, pourquoi Aquaquac? En fait, c'est parce que il joue en sélection ivoirienne, enfin il lui arrive d'avoir des sélections avec la Côte d'Ivoire. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est Jean-Luc Gasset.
Vous avez fait le parallèle. Et donc on s'est retrouvé avec Kwakubé au milieu, sauf que c'est catastrophique quoi. Enfin c'est... Alors c'est méchant et j'ai vraiment pas tendance à être vraiment méchant sur les joueurs pour le coup, c'est pas dans ma nature, mais lui, il y a quelqu'un qui disait que c'était le joueur le plus mauvais qu'on ait vu à l'OL. Franchement, il y a moyen. Vraiment c'est un constat qui est très très dur, hein. Mais franchement, ouais, c'est... Waouh, il a pas le niveau, quoi. Franchement, il a pas le niveau. Et c'est même pas lui rendre service si on va défendre le joueur. Il a rien à faire là. Le mec, il avait pas de temps de jeu au Real Betis. Il est justement derrière Guido Rodriguez. Et quand il jouait, il était pas au niveau. Ouais, non, c'est malheureusement Kwakubé. Je sais même pas si on va réussir à s'en débarrasser en janvier. Mais ouais, c'est vraiment une vraie erreur de casting, quoi. C'est compliqué. On va partir du côté du PSG, parce qu'on n'a pas mis le joueur du PSG. On va mettre Kolo Muani, qui a coûté 90 millions d'euros. Je vais pas mettre Gonzalo Ramos. J'ai vu sur une page, je sais plus où, juste avant de tourner la vidéo, j'ai vu quelqu'un qui avait mis Gonzalo Ramos en flop. Mais il a pas de temps de jeu. Enfin, le peu de temps de jeu qu'il a, moi je trouve pas mauvais. J'ai l'impression que Ramos, il rentre pas dans le... Je veux bien le ressenti de supporter parisien. J'ai l'impression que Ramos, il rentre pas dans la discussion sur la ligne de 3. Alors peut-être que j'ai loupé des passages et j'ai loupé des histoires, j'en sais rien. Alors peut-être que Luis Enrique lui reproche de pas faire de repli défensif, mais ça, Ramos, il en a pas forcément fait, évidemment. Et encore, franchement, moi je trouve que le peu de matchs qu'il a fait, ça aurait quand même pu être pire, mais moi Ramos je peux pas le catégoriser comme flop pour l'instant, alors que Kolo Muani pour l'instant c'est pas une réussite, mais c'est pareil, on va lui laisser du temps. Kolo Muani c'est un joueur que moi j'ai adoré à Francfort, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai mis en avant quand il jouait du côté de l'Eintracht, mais c'est vrai que le voir arriver pour 90 millions du côté du PSG, bah là pour le coup le mot surcoté, il est bien approprié, parce qu'on a payé un joueur qui était un peu au-dessus. Alors on sait que c'est un Français, et forcément quand c'est un club français avec un Français, on monte, c'est surtout que le Francfort voulait pas le vendre. Pour l'instant c'est pas au niveau. Pareil, on va pas tirer sur l'ambulance, hein. Ça se trouve, dans 3 mois il est excellent, et voilà. Tout seul en pointe, ça marche pas forcément. C'est pour ça d'ailleurs que pour l'instant Enrique met plutôt Mbappé en pointe, même si Mbappé en pointe moi j'aime pas du tout, et je crois que lui non plus, on l'a compris. En fait, Kolo Muani sur le côté, je comprends l'idée de Luis Enrique, c'est que je trouve que Mbappé du coup s'appuie un peu plus sur un mec de côté, comme Kolo Muani qui rentre quand même beaucoup dans l'axe, et c'est vrai qu'il est un peu meilleur, mais techniquement, c'est pas trop ça, Kolo Muani. Et à la base, on l'a quand même recruté pour être le numéro 9, alors, titulaire ou en concurrence avec Ramos, à voir. Pas du tout satisfaisant pour l'instant, donc c'est pareil. Lui aussi, hein, peut-être que... Et on lui souhaite de réussir, notamment pour l'équipe de France, parce que c'est quand même un joueur qui a été important lors de la Coupe du Monde, donc on lui souhaite de réussir. Mais ouais, pour l'instant, c'est pas une satisfaction, donc voilà, il est dans cette vidéo. On va passer maintenant du côté de Manchester City, et on va parler aussi d'un joueur de Bundesliga que j'adorais, qui pour l'instant est décevant. On va pas dire gros flop, mais décevant pour l'instant, c'est Gvardiol, hein. Bon, il joue sur un côté gauche. Alors il y a beaucoup de gens qui disaient que Gvardiol, le défenseur gauche, ça pourrait être pas déconnant par rapport à ses qualités naturelles, et je rejoins un peu ce constat. C'est vrai que il a plutôt cette tendance à pouvoir être capable de jouer défenseur gauche, mais pour l'instant c'est compliqué, ça marche pas forcément, il a du mal avec l'adaptation tactique. Après c'est normal, hein. Normalement sous Guardiola il nous faut quand même pas mal de temps, hein, avant de s'adapter. On verra dans la vidéo sur les tops qu'il y en a un qui s'est plutôt bien adapté, mais il y a toujours normalement une sorte de délai d'adaptation. On peut penser à Grealish notamment, qui avait eu une première saison très très compliquée, et la deuxième était bien meilleure. Et il y a eu d'autres joueurs, hein, je les ai pas en tête, mais là comme ça, mais il y a eu pas mal de joueurs où il a fallu un petit temps d'adaptation. Et c'est vrai que bah lui, pour l'instant, Gvardiol, c'est pas une satisfaction, vu le prix qui a été mis également, hein. Donc on est obligé de le mettre dans cette vidéo. Mais pour moi, c'est un des plus gros prospects à son poste, donc il y a un moment où ça va marcher, je m'en fais pas. Il en reste 3, j'espère que la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et t'abonner si c'est pas encore fait, et on va parler d'un joueur pour qui j'ai beaucoup de regrets, alors que pourtant je suis pas supporter marseillais, mais on va parler d'Alexis Sanchez à l'Inter, où il a joué que 120 minutes, il a coûté 4 millions, et en fait, je parle d'Alexis Sanchez, parce que déjà, quand il y a le peu de temps de jeu qu'il a, c'est clairement pas bon, il a du mal à s'intégrer. J'ai lu que l'Inter voulait rechercher un nouveau numéro 9, parce que lui, et également Arnautovic d'ailleurs, que j'aurais pu citer, n'est pas forcément une satisfaction en remplaçant de Lautaro Martinez et de Marcus Thuram. En fait, je le mets là, c'est que c'est tellement dommage de pas l'avoir gardé à l'OM, je sais pas pourquoi Longoria l'a pas fait. On entend plusieurs sons de cloche, donc on sait pas trop quelle est la vérité. L'année dernière à l'OM, il était tellement fort, mais vraiment, il était trop fort. Et là, cette année, c'est assez compliqué, le peu de temps de jeu qu'il a, ça marche pas, là, il est blessé un peu de temps en temps. C'est dommage pour Alexis Sanchez, parce que en fait, il était déjà à l'Inter auparavant, ça avait pas forcément très bien marché. Il signe à l'OM, il renaît, il retourne à l'Inter, ça marche pas. Enfin, je comprends qu'il ait voulu s'imposer à l'Inter, même si, d'après ce qu'on entend, selon certaines sources,
Et lui, il voulait rester à l'OM. Je sais pas trop comment ça se passe. Hein. S'il y a des supporters marseillais, je sais qu'il y en a d'ailleurs dans les commentaires. Dites-moi un peu votre ressenti sur Alexis Sanchez parce que je trouve ça vraiment dommage de pas l'avoir gardé. Mais bah ouais, malheureusement l'Inter, j'ai l'impression que ça marchera pas quoi, parce que et puis là, s'il cherche un autre numéro 9, ça sent pas bon pour notre cher Alexis Sanchez. L'avant-dernier joueur de cette vidéo, on va retourner à l'OM et on va parler du joueur où je vous dis, moi j'y crois pas. Je vais être assez catégorique avec lui, mais c'est un joueur que j'ai jamais... En fait, si je l'ai apprécié une année, je vais vous dire le nom d'ailleurs, c'est Joaquín Correa. C'est un joueur que j'ai beaucoup aimé à la Lazio. Séville, ça a été plus que compliqué de mémoire. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais je trouve qu'il manque énormément de jugeote. Il a pas d'intelligence de jeu, il lève pas la tête au bon moment. Techniquement, ça devient de plus en plus difficile. Avant, il savait faire des différences tout seul, et là, j'ai l'impression que... c'est pas trop ça. Il fait pas beaucoup d'efforts, ce qui forcément ne colle pas avec les envies de Gattuso. Et puis là, bah, si on passe sur un 5-3-2, alors oui, il peut jouer dans l'axe, mais bon, pour moi, c'est vraiment une incompréhension, cette recrue. Déjà, quand il est arrivé, hein, j'ai eu des doutes, je me suis dit, bah, pourquoi Joaquín Correa? Il y a déjà Aubameyang, il y a déjà Sarr, et il y a déjà Iliman Ndiaye, même si c'est des profils qui sont différents à d'autres postes, hein, mais je veux dire, par rapport aux possibilités offensives qu'apportent tactiquement ces trois recrues. Et quand j'ai vu Joaquín Correa arriver en plus, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Mais je comprends pas, et bah je comprends toujours pas. 7 matchs, hein, 0 but, 0 possessif. Bon là, j'ai une stat un peu effrayante et dure avec Joaquín Correa. Il est blessé depuis 4 matchs. L'OM a gagné ses 4 matchs. Bon, avant le match qui a eu lieu là contre Montpellier, je crois qu'il joue l'OM de mémoire ce soir. Ça va être malheureusement compliqué pour Correa de réintégrer cet effectif. Et le dernier joueur, on va parler d'un gardien, parce que j'ai pas mal de gardiens, et bah vous, je pense que vous savez de qui je vais parler, du coup, forcément. Et je vais parler de Onana, qui, malheureusement, United, c'est très très compliqué. Alors c'est pareil, le timing de la vidéo, c'est pas fou, parce que il sort d'un match contre Liverpool où il a été excellent. Mais en fait, sur les 6 premiers mois, là, il y a eu beaucoup trop de gaffes pour ne pas le citer. Onana, c'était peut-être le meilleur gardien la saison dernière, hein, avec Bounou notamment. Et c'est pas, malheureusement pour l'instant, c'est pas ça. Je sais pas s'il va jouer la CAN d'ailleurs, parce que j'ai pas encore bossé sur le Cameroun. Parce qu'il y a eu des histoires notamment avec à la Coupe du Monde où il avait quitté et tout ça. Donc je sais pas s'il va quitter Manchester pour jouer la CAN, j'ai pas fait attention. En fait, on a remplacé De Gea à Manchester United à juste titre parce qu'il le fallait. Mais malheureusement pour l'instant, bah ça porte pas ses fruits, Onana. Donc c'est dommage, et le pire c'est que bah, l'Inter, on l'a revendu pour prendre Sommer, et Sommer c'est peut-être le meilleur gardien de la saison actuellement en Europe. Donc c'est un constat qui est assez difficile, mais ouais, pour moi c'est un bel échec, Onana. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel joueur vous auriez mis dans cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, hein, j'en ai choisi 15, donc me dites pas j'ai oublié machin. Le but c'était juste de faire une liste de 15. Parce que si je voulais mettre tous les joueurs, j'aurais fait une liste de 70 et la vidéo aurait duré 3h48. Donc voilà, dites-moi juste en commentaire si vous avez... Déjà si vous êtes d'accord avec mes choix et si vous avez d'autres joueurs à ajouter. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes. Profitez bien de vos proches, hein, si vous réunissez. Et si vous êtes tout seul, bah, essayez quand même de voir quelqu'un pendant les fêtes, hein, surtout en ces moments durs. Je trouve que c'est assez compliqué, surtout en ces moments là qui sont assez difficiles. Je trouve que c'est plutôt bien d'essayer de pouvoir voir, même si c'est qu'un proche ou un pote, mais essayer de sortir et essayer d'avoir un peu de baume au cœur, dirons-nous. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo, et puis bah je vous dis à bientôt. Tchuss.